Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, direction le Gabon où le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est arrivé à Libreville. Et enfin, dans l'actualité internationale, un navire humanitaire en route vers Gaza attaqué par des drones au large de Malte, où nous verrons en fin de journal. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est arrivé en début de soirée à Libreville, la capitale gabonaise, où il prendra part demain à la cérémonie d'investiture du président élu de ce pays, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le chef de l'État fera donc partie, à l'instar d'une vingtaine d'autres chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, des principaux hôtes de marque. Cet événement censé, entre autres, parrainer une prestation de serment, un discours officiel du président élu, une parade militaire et un important volet d'animation dans des chants et des danses folkloriques. À sa descente d'avion, il a été accueilli par Brice Clotaire Oligui Nguema, qui sera demain à l'investiture du président, rappelant que ainsi une marque d'un événement festif ouvert au public, la cérémonie d'investiture du président Oligui Nguema aura lieu au stade d'Amitié sino-gabonais d'une capacité d'accueil de 40 000 personnes. Eh bien, tout porte à croire aussi que les préparatifs liés à l'investiture de ce nouveau président ont conduit le Gabon à apparaître du plus bel ornement, sa capitale, dans les trottoirs répeints, scintillants, sous l'effet des spots lumineux adjoints à tous ces coins de rue. Outre sa participation à cet événement, le chef de l'État mettra, comme à l'accoutumée, à profit ce déplacement au Gabon pour s'entretenir avec les principaux dirigeants de ce pays, dont le président Oligui Nguema. Ces entretiens au sommet mettront particulièrement l'accent sur les voies et moyens permettant d'insuffler une dynamique dans les relations entre les deux pays. À la une de nouveaux actuels de leadership à la tête du Gabon, outre les dirigeants du pays hôte, le chef de l'État saisira également l'occasion pour s'entretenir avec plusieurs de ses homologues africains.
Eh bien, la République gabonaise est située sur la côte atlantique de l'Afrique centrale. Elle s'étend sur plus de 207 000 km² et compte environ 2,5 millions d'habitants. Sa capitale, Libreville, constitue le centre administratif et politique du pays. Le Gabon fait partie de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Il utilise le franc CFA comme monnaie officielle. D'un point de vue historique, le Gabon est une ancienne colonie française qui accède à l'indépendance le 17 août 1960. Le français demeure la langue officielle. Sur le plan administratif, le Gabon est divisé en 9 provinces et 50 départements. Tous les responsables locaux, gouverneurs, préfets et sous-préfets sont nommés par le président de la République, illustrant ainsi une forte centralisation du pouvoir exécutif. Sur le plan économique, le Gabon repose principalement sur ses industries extractives, notamment le pétrole, le manganèse et le bois. Ces secteurs ont permis d'élever le produit national brut par habitant à environ 4 fois la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne. Cette croissance a constitué une réduction significative de la pauvreté au sein des larges plans de la population. Bien que les défis sociaux persistent, en avril 2025, le ministère de l'Intérieur a annoncé la victoire d'Oligui Nguema à l'élection présidentielle à laquelle participaient 8 candidats, dont une femme. Ces résultats marquent un tournant démocratique majeur dans un contexte de forte mobilisation populaire de surveillance internationale favorable. Dernièrement, l'Union africaine a levé la suspension du Gabon, saluant l'engagement du pays en faveur d'une transition pacifique. Cette décision a été prise à l'issue d'une session du Conseil de paix et de sécurité en présence notamment du président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, du ministre gabonais des Affaires étrangères, des représentants des États membres. Aujourd'hui, le Gabon semble engagé sur la voie d'un renouveau politique institutionnel à l'aube d'une nouvelle ère de stabilité et de réformes structurelles. Direction la Chine, où, ultime étape de sa mission de travail en Chine, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younous Ali Guedi, a été reçu hier par le responsable de la China First Highway Engineering, filiale du groupe CCC, à savoir le China Communication Construction Company, spécialisé dans les travaux de construction. L'entretien s'est déroulé au siège du troupe Pékin en présence du conseiller technique du ministre, M. Mahdi Waberi, du directeur des ressources naturelles, M. Aden Eid Ismail, et d'un membre du conseil d'administration du port de Goubet. Rappelons que les discussions entre le ministre Younous Ali Guedi et les responsables du China First ont permis d'aborder les perspectives d'avenir, les opportunités d'investissement dans les secteurs énergétiques national et les possibilités de collaboration futures. Société ayant assuré la construction du nouveau bâtiment qui abrite les sièges du ministère sur le site Energia Park 6 dans l'ancienne gare de Djibouti. Le China First souhaite désormais renforcer sa coopération avec le ministère de l'Énergie dans la réalisation d'autres projets de développement des infrastructures dans notre pays. Lors de cette rencontre, M. Younous Ali Guedi a souligné l'importance de poursuivre la coopération et le partenariat fructueux amorcé il y a plus de cela plusieurs années avec la société China First par la collaboration dans la concrétisation des projets d'utilité publique. Les dirigeants de la société China First ont quant à eux exprimé leur profonde gratitude au gouvernement en général et au ministre en particulier. Ils ont enfin émis le souhait de développer davantage la coopération avec le département ministériel de l'énergie afin de réaliser d'autres projets d'envergure. Retour à Djibouti, direction le sud du pays, où sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports et à l'initiative du conseil régional de la région d'Ali Sébié, en étroite collaboration avec la préfecture, le stade haut niveau d'entraînement local a abrité hier matin la 8e édition du tournoi de pétanque intitulé House Damer, qui a regroupé des équipes locales et d'ailleurs. Le lancement de ce tournoi de pétanque a regroupé le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouassama Dirie, originaire de la région, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Omar Ahmed Ouaïch, ainsi que l'honorable député Elmi Mahab Ouaïch, le président du conseil régional, Chemak Hassan Alalay, M. Abdelkader Iman Aden, président de la commune de Blaos, le directeur des sports du secrétariat d'État à la jeunesse, ainsi que le vice-président de la fédération djiboutienne de pétanque et d'autres hauts responsables de la région. Des hauts responsables qui se sont exprimés au micro des médias nationaux. Ils ont tous salué à l'unanimité les responsables de la région pour l'organisation régulière de ce tournoi.
Ali Sevier est sans doute la ville sportive de la nation en rappelant les succès régionaux et internationaux et ses fils en athlétisme ont fait-il remarquer. Il a réuni en total 26 équipes en provenance de la capitale, de la ville, de Diridawa et de l'Éthiopie voisine. S'est organisé et a pris toutes les dispositions et ont débloqué tous les moyens pour l'organisation et le bon déroulement de ce tournoi. Deuxièmement, je tiens à féliciter la Fédération djiboutienne de pétanque qui est là techniquement pour que ce tournoi puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Eh bien, pour plus de précisions sur ce tournoi de pétanque intitulé House de Mer, écoutons le ministre du Commerce. 1er mai 2025, je profite de cette occasion pour souhaiter tout d'abord une très bonne fête de travail à l'ensemble de la population djiboutienne et notamment les Assyriens et les Béninjog. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je prends part en tant que ministre de la région à un événement historique, à la 8e édition du tournoi de pétanque intitulé House de Mer. Ça prouve que c'est une activité régionale. Je tiens à féliciter les organisateurs de cet événement, notamment la préfecture d'Ali Sevier, le conseil régional à sa tête, cher Marquet, mais également les initiateurs de cet événement, le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Omar, qui a initié ce tournoi. Eh bien, la cérémonie du trophée du tournoi de pétanque House de Mer s'est clôturée par la remise des trophées dans l'après-midi. La cérémonie de récompense s'est tenue en présence des parlementaires de la région, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, M. Omar Ahmed Ouaes, l'honorable député Ilmi Mahabbe Ouaes, le deuxième adjoint du préfet Omar Idriss Sougé, le président du conseil régional, Charmake Hassan Alale, le sous-directeur régional du secrétariat d'État au sport, d'Ali Sevier, M. Ahmed Moussa Absiye, le vice-président de la Fédération djiboutienne de pétanque et d'autres hauts responsables de la région. Rappelons que le trophée House de Mer, tournoi de pétanque, au l'honneur de cette plante très prisée pour son goût menthe au thé et son apport thérapeutique au niveau des reins, très connu notamment dans la région, à Séjouk, a été initié par le président du conseil régional en 2014. À noter que les meilleures équipes du tournoi pétanque ont reçu des récompenses de leur choix lors de la cérémonie de clôture. En bref et en image, je vous emmène en Afrique de l'Ouest, où la délégation parlementaire constituée de l'honorable Ilaya Ismail Guedi et de l'honorable Abdallah Mohamed Ibrahim est mandatée pour représenter l'Assemblée nationale aux travaux de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est tenue du 28 au 30 avril dernier à Dakar. La session s'est tenue en présence des hauts représentants parlementaires des États membres de l'espace francophone, notamment M. Ila Riang Etang, président en exercice de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, dont la participation confère un caractère institutionnel et diplomatique à la réunion. Cette réunion revêt une portée particulière dans le contexte international actuel caractérisé par des enjeux majeurs relatifs à la gouvernance démocratique, à la protection des droits fondamentaux et à la préservation de la paix. La commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie constituée à cet égard un cadre institutionnel de concertation et de dialogue propice à l'échange des bonnes pratiques. Au cours de cette rencontre, les parlementaires ont procédé à l'examen de plusieurs thématiques d'actualité portant notamment sur l'évolution de la situation politique dans certains États membres, le renforcement des institutions démocratiques ainsi que les initiatives déployées en matière de stabilité et de sécurité au sein de l'espace francophone. La participation de la délégation illustre l'engagement constant de nos parlementaires en faveur du renforcement de la coopération interparlementaire au sein de l'espace francophone, ainsi que sa volonté affirmée de contribuer activement à la promotion et à la consolidation des principes démocratiques. Autre actualité nationale dans ce 22h, c'est aussi le directeur général de l'ANPH, accompagné de son staff et des membres du réseau national des personnes handicapées, ont participé au premier forum mondial des ONG Sud qui s'est tenu à Bakou, en Azerbaïdjan, du 27 au 30 avril dernier. Organisé dans le sillage de la COP29, ce forum constitue une étape décisive vers
l'institutionnalisation de la plateforme des ONG du Sud, cet espace de collaboration internationale soutenu par plus de 1000 représentants de la société civile et des 137 pays et des organisations gouvernementales, vise à unir les efforts des ONG du Sud autour des défis communs, comme le changement climatique, les inégalités, le sous-développement et l'inclusion des personnes vulnérables. Dans le cadre de ce forum, un mémorandum d'accord a été signé entre la NPH et the Union of Organization of Persons with Disability de la République azerbaïdjanaise, ouvrant la voie à un partenariat stratégique pour renforcer l'inclusion, le partage d'expériences et la coopération entre les institutions en faveur des droits des personnes handicapées dans les pays plutôt du Sud. Et voici les panels majeurs du forum qui ont été. La NPH a activement pris part à l'action locale, changement global, les ONG face au changement climatique, le Sud global et l'esprit de bonding vers une coopération souveraine et les doubles standards, les ONG comme catalyseurs d'un développement équitable. Retour à Djibouti où, fidèle à sa mission de promouvoir l'éducation physique et le sport scolaire, l'Association pour la promotion de l'éducation physique et du sport scolaire a poursuivi ce mercredi son programme riche et diversifié d'activités socio-éducatives, culturelles et sportives. Ces initiatives organisées simultanément à Djibouti-Ville et dans les différentes régions du pays visent à favoriser l'épanouissement des jeunes tout en renforçant leur engagement citoyen. Au cours des actions de la journée, des débats animés ont été organisés au collège du Stade et au lycée technique de Gabod. Ces échanges ont porté sur la thématique centrale de la semaine, citoyenneté, bénévolat et patriotisme. Les élèves encadrés par des enseignants et des responsables de l'APES ont abordé avec dynamisme et réflexion des sujets liés à leur rôle dans la société, à l'importance de l'engagement bénévole ainsi qu'à la préservation des valeurs patriotiques. Ces discussions constructives ont offert un espace d'expression libre aux jeunes, tout en les sensibilisant à leurs responsabilités dans la construction d'un avenir meilleur pour leur communauté et leur pays. Les membres du comité directeur de l'APES étaient également présents pour superviser ces débats et soutenir les participants. Leur présence témoigne de l'engagement continu de l'association à offrir aux jeunes des opportunités de se développer sur le plan intellectuel, culturel et sportif. Ces activités s'inscrivent dans le cadre du programme annuel de l'APES qui joue un rôle clé dans la promotion d'un esprit d'équité et de solidarité parmi les élèves. Elle illustre également l'importance de l'éducation non formelle comme levier pour former des citoyens responsables et actifs. L'APES, à travers ses initiatives, continue d'affirmer son rôle de moteur de la vie scolaire et communautaire. Toujours sans transition, ou dans le cadre de la première édition de la Semaine nationale du bénévolat et du civisme, de nombreuses activités enrichissantes ont été organisées à Djibouti pour sensibiliser les jeunes aux valeurs essentielles de la citoyenneté, du bénévolat et du patriotisme. Rappelons que parmi les temps forts, des débats passionnés ont animé des établissements tels que le lycée de Djibouti et le lycée technique de Gabon. Élèves, enseignants, parents ont activement participé à ces échanges, réfléchissant ensemble aux moyens concrets de promouvoir ces valeurs dans les écoles et les quartiers. En complément des débats, un tournoi d'échecs d'envergure a été organisé en partenariat avec la Fédération djiboutienne d'échecs. Ces initiatives portées par l'APES, l'Association pour la promotion de l'éducation physique et du sport scolaire, illustrent son engagement à valoriser à la fois les activités intellectuelles et sportives. Ce tournoi a attiré plutôt un large public et a permis de mettre en lumière les bienfaits des échecs en tant qu'outil de développement. Face à l'enthousiasme suscité par ces activités et à la demande croissante des acteurs terrain, l'APES a pris la décision de prolonger les initiatives jusqu'à la fin de la première semaine de mai 2025. Cette prolongation reflète la volonté d'amplifier l'impact de cette semaine spécialisée et de répondre aux aspirations de la communauté scolaire et locale. En clôture de cette semaine, une journée solennelle sera organisée le mercredi 7 mai pour mettre en valeur les résultats de cette première édition. Selon le président de l'APES, cette cérémonie vise à célébrer les réalisations accomplies et à inspirer des futures actions en faveur du civisme et du bénévolat. Direction le sud du pays, où dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière, le préfet de la région de Dikil
Hassan Abdiroble a effectué lundi dernier une visite de terrain à Kalafi, localité frontalière stratégique de la République de Djibouti. Le préfet était accompagné d'une importante délégation composée notamment du vice-président par intérim du conseil régional de Dikil, Ibrahim Gouro, ainsi que des hauts responsables des corps de sécurité et de défense de la région. Rappelons qu'à l'arrivée, la délégation a été accueillie par le sous-préfet de Yoboki, Abdel Roble Dabar, en présence des autorités locales, la police frontière, les douanes, les forces militaires, ainsi que les chefs coutumiers et des notables de cette localité. Cette mission s'inscrit dans une dynamique nationale de renforcement des dispositifs de surveillance et de contrôle aux frontières. Elle vise à évaluer les capacités opérationnelles sur le terrain et à identifier les points de passage non autorisés empruntés par les migrants en situation irrégulière. Rappelons qu'au cours de cette visite, le préfet et sa délégation ont procédé à l'inspection des postes de police et des douanes, échangé avec les agents en poste et constaté les moyens disponibles pour faire face aux défis sécuritaires posés par les mouvements migratoires non régulés. Une mission de reconnaissance a également été menée afin de localiser plusieurs axes clandestins fréquemment utilisés. Cette étape a permis de proposer des mesures concrètes pour renforcer le contrôle. Une réunion élargie, présidée par le préfet, a ensuite rassemblé les autorités administratives, les forces de sécurité et de défense, les chefs traditionnels, les représentants de la société civile, ainsi que les membres de la communauté locale. Rappelons que l'objectif de cette rencontre était de coordonner les efforts et de renforcer la sensibilisation autour des prochaines étapes à mettre en œuvre. À cette occasion, les autorités ont rappelé qu'en application des directives du ministère de l'Intérieur, un délai d'1 mois est accordé à toutes les personnes en situation irrégulière pour quitter volontairement le territoire. Les chefs traditionnels, les notables et la population locale de Kalafi ont exprimé leur adhésion pleine et entière à cette démarche, saluant la détermination des autorités à préserver l'ordre, la sécurité et la souveraineté nationale. Eh bien, le préfet a appelé à la mobilisation totale de toutes les forces concernées tout en soulignant l'importance du soutien des autorités coutumières et de la société civile dans la mise en œuvre efficace de ces mesures. Écoutons-le. Dans la localité frontalière des Kalafi et notre visite s'inscrit dans la politique du gouvernement de lutte contre l'immigration illégale. En ce sens, nous avons identifié les bandes d'entrée et des passages des flux migratoires illégaux à Kalafi, qui est un point de passage très important pour les immigrés. Mais également, nous avons eu une réunion de travail avec les différents corps de défense et de sécurité, ainsi que les chefs coutumiers, la société civile, la communauté locale, pour leur sensibiliser l'importance des opérations, des rafles qui auront lieu à partir du délai accordé aux personnes étrangères et résidant irrégulièrement à Djibouti. Et comme vous le saviez, le ministre de l'Intérieur a fait un communiqué en ce sens en demandant aux personnes résidant irrégulièrement dans notre pays de quitter volontairement les pays. Les cas échéants, les forces de sécurité et de défense entreprendront des mesures de refoulement et d'expulsion de ces personnes. Et nous remercions la population locale, les chefs coutumiers, les forces de sécurité et de défense qui ont exprimé leur soutien indéfectible à cette initiative. Si ces personnes ne quittent pas de leur propre volonté ou au terme du délai, nous demandons aux forces de sécurité et de défense de prendre toutes les dispositions nécessaires pour entreprendre les mesures de refoulement imparties d'1 mois aux personnes étrangères résidant irrégulièrement en République de Djibouti. Du sud, on repasse vers le nord du pays où, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, le Centre de développement communautaire du CDC d'Obok a accueilli mardi dernier la cérémonie de lancement officiel du concours Obok Talent 2025. Ce concours vise à sélectionner la voix d'or de la région d'Obok à travers une compétition artistique qui met en lumière les jeunes talents locaux. Plus de 30 candidats se sont inscrits pour participer à cette aventure qui permet
de relever des voix prometteuses et inspirantes. L'événement s'est déroulé en présence de Moussa Aden Migueni, préfet de la région de Bok, Mohamed Hamad Ismail, président du conseil régional, témoignant ainsi de l'implication et du soutien des autorités locales à cette initiative culturelle. Rappelons qu'un jury expérimenté et engagé, composé de professionnels du domaine culturel, aura la lourde tâche de départager les candidats au fil des différentes étapes du concours. Obok Talent 2025 s'inscrit dans une dynamique de promotion de la jeunesse, de la créativité et de l'expression artistique en offrant une scène aux jeunes artistes pour faire entendre leur voix. Écoutons à présent les autorités locales, à savoir le préfet de la région de Bok et le président du conseil régional. Organisé un concours de chansons qu'ils ont intitulé Obok Talent. Pour nous, c'est une très grande fierté aujourd'hui que ces concours puissent se tenir. Et l'idée étant de faire émerger des jeunes artistes, des jeunes chanteurs qui seront surtout coachés par les grands stars que nous avons au niveau de Bok. Donc je veux dire d'abord bravo à tous ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui sont devant nous, qui se sont portés volontaires pour s'inscrire et qui ont décidé de participer à ces concours. Comme vous le voyez, ces concours, c'est la première région, Obok est la première région qui organise ces concours au niveau interne. Et les deux lauréats, nous attendons à ce que, vers la phase finale, qu'on puisse avoir une fille et un garçon qui puissent porter haut la voix de cette région et surtout qui vont épauler nos stars qui sont là depuis plus d'une quarantaine d'années, qui sont en train de chanter pour cette région. Vous l'aurez compris, vous avez M. Ahmed Mohamed Aman Amanda, vous avez M. Moussa Aden et vous avez M. Ibrahim Mohamed Shahem Ibrahim Somali. Un grand bravo à tous ces jeunes, un grand bravo à ces jurys. Nouveau projet du CDC de Bok, issu de la jeunesse de Bok, et intitulé Obok Talent. Ce projet qui va durer pendant un mois fait partie aussi des activités prévues pour accueillir la journée du 27 juin. Et bien sûr, les jeunes talents qui seront finalistes, donc qui vont gagner ce concours, seront là ce soir-là, vont animer aussi la soirée du 27 juin à côté des grands chanteurs qui vont venir de Djibouti. Vous voyez bien qu'on peut mettre en place des projets simples, des projets porteurs, sans qu'on attende quoi que ce soit d'ailleurs. Nous avons les jeunes talents avec nous, la jeunesse de Bok. Nous avons donc l'expérience. Le jury est avec nous, avec Amanda, Moussa Aden, donc des gens qui sont là depuis 40 ans, qui sont sur la scène de la chanson depuis 40 ans. Donc il est temps maintenant de relever le défi. Il est temps maintenant de les remplacer, de penser déjà au remplacement. Du nord, on repasse vers le sud du pays où, dans le cadre des efforts renforcés pour lutter contre la contrebande, la brigade des douanes d'Ali Sébié, en collaboration avec la police et l'armée BIAS, a réussi à intercepter à proximité de la périphérie de la ville d'Ali Sébié une marchandise de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion, dont le poids total a été estimé à 3200 kg de cat. Les contrebandiers voulaient acheminer à la capitale. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sébié, Mohamed Moumin. La brigade de la douane, la police d'Ali Sébié et l'armée réaffirment leur engagement à protéger les frontières du pays contre toute tentative de trafic illicite. En même temps, ils ont appréhendé les trafiquants et propriétaires des marchandises introduites illégalement sur le territoire national. Pour rappel, chaque semaine, des quantités énormes de cat non autorisées et importées et à vendre dans les marchés nationaux sont saisies
et brûlés par les corps en uniforme. Le Nord, où dans le cadre d'un contrebande, l'équipe mobile de la brigade de la douane de la région de Tadjoura, présidée par Ismaël Al-Chide, ont saisi une importante quantité de cas de contrebande dans la sous-préfecture de Dora, ainsi que des véhicules. La marchandise saisie à cette occasion, dont le poids total a été estimé à 11 000 kg. Rappelons que selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane. L'acte de contrebande, rappelons-le, est considéré comme un délit grave selon le Code général des douanes et des droits indirects. Dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, un navire transportant de l'aide humanitaire à destination de Gaza a été pris pour cible par des drones dans les eaux internationales, environ 17 milles nautiques à l'est de Malte. Aujourd'hui, l'attaque a provoqué un incendie à bord, contraignant l'équipage à lancer un appel de détresse. La marine chypriote a rapidement répondu à l'alerte. L'incident a été signalé par la coalition de la flottille de la liberté, une organisation non gouvernementale internationale militant pour la levée du blocus sur la bande de Gaza. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.